Bonjour. Coucou. Dans la dernière vidéo de voyage, nous étions arrêtés au fait que le lendemain, nous étions à Vilanculos et le lendemain, nous avions prévu d'aller sur une petite île qui s'appelle Santa Carolina. Ce que nous avons fait, nous avons partagé le plus petit bateau de l'hôtel parce qu'il n'y avait personne, donc on ne pouvait pas sortir le gros. Donc on a pris le plus petit bateau de l'hôtel avec la seule pensionnaire qui était avec nous, une fille un peu loufoque, mais avec laquelle on a bien rigolé, on s'est bien finalement entendu. Ce petit bateau nous a emmenés pendant plus d'une heure puisque l'île est à une vingtaine de kilomètres en face de Vilanculo. Et on est arrivé sur cette belle petite île. Par contre, quand on arrive, on a une impression un peu morbide puisque la première chose qu'on voit, c'est un très bel, très vieux, ancien hôtel, mais du coup qui est complètement en ruine. Oui, c'est un vestige de l'occupation portugaise du Mozambique. C'était la fin de l'occupation portugaise et donc il y a cet hôtel qui est à la fois spectaculaire et massif, maintenant qui est réduit en ruine en grande partie, mais qui a été bâti un peu à la portugaise, si on veut utiliser un stéréotype, avec des murs très épais, et, la mosaïque partout, des masses imposantes. C'était à la fin des années 50 et il en reste quelques murs, quelques terrasses qui surplombent la mer. Et alors le site est magnifique par ailleurs sur le plan naturel parce que c'est un récif qui est bas et qui est étendu et donc c'est très différent en termes de plongée de celui qu'on avait visité quelques jours avant à Bazaruto. Autant à Bazaruto on est sur le récif qui est exposé à l'océan, autant à Santa Carolina on fait du snorkeling dans une eau extrêmement plate et douce. Et alors malheureusement notre appareil a pris l'eau, donc on n'a aucune image pour supporter ce qu'on dit là, mais c'était un snorkeling de très bonne qualité avec notamment des masses de poissons considérables sur des bancs de poissons, comme de pour gros ceux poissons. qui connaissent des sweet lips par exemple, donc ces poissons jaunes et noirs qui formaient des véritables murs vivants parce qu'il s'agit de poissons assez gros, c'est pas juste des petits poissons de corail. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'est parce qu'il y a on était peut-être les premiers snorkeleurs depuis qu'ils ont réouvert, donc ils n'étaient pas du tout peureux et on pouvait traverser, on passait à côté de ces bancs, c'était... Ouais. Alors rien de spectaculaire, une ou deux tortues je crois, on pas a de vu des requins par jolies exemple. choses, c'était vraiment Mais bien. un snorkeling de qualité, donc à recommander pour ceux qui seraient dans la zone et très différent à notre sens, très supérieur à celui de Bazaruto. Et une plage avec un sable de qualité remarquable. Oui, et puis comme on était tout seul, on a pu se baigner. Et puis on a déjeuné sur place, donc comme quand on prend un tour, en fait, les gars sont quand même très bons, parce que on arrive avec rien, on va plonger, on ressort et là on a notre petite tente d'installer, ils nous ont fait griller des brochettes. Donc, journée très sympa à Santa Carolina. Et par contre, le vent s'est levé. D'ailleurs, c'était prévu. C'était le dernier jour où on pouvait partir très tôt. Le dernier jour, on pouvait aller dans de bonnes conditions à Santa Carolina. Comme on sait par l'expérience que certains sites, et notamment en snorkeling, ont beaucoup de sensibilité aux conditions. Il fallait qu'on voit ce site dans la mesure du possible par temps calme. Et ensuite, on a eu le même schéma climatique ou météo. Et bien que d'ailleurs en Afrique australe en général, c'est-à-dire que c'est l'hiver qui vient et donc les journées se raccourcissent et se rafraîchissent. Par contre il pleut de moins en moins, donc on a un ciel en général clair. Par contre en bord de mer le vent se lève tous les jours vers 2h, 3h, 4h et souffle fort. Il y a même un soir où ils ont voulu nous faire un feu. Parce que eux ils ont froid, nous on est habitués à plus froid, mais eux ils avaient froid. Disons, pour eux ils nous disaient l'hiver arrive. En revanche il fait encore chaud au cœur de la journée au bord de la piscine, parce que le soleil frappe directement. Donc c'est pour ça qu'on a prolongé encore un petit peu notre voyage. C'est un temps somme toute agréable. Notre séjour à Vilanculo. C'est une météo qui est très agréable, mais on regrette que les jours fassent pas 2 heures de plus, quoi. C'est juste ça. On a trouvé un tout petit colibri en rentrant dans notre chambre. Vraiment un tout petit oiseau comme ça, qu'on a essayé de sauver. Faut trouver son nid. Il n'y a pas d'autre solution.
Il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on trouve ton nid. T'arrives pas à voler? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite, je suis restée près d'une heure avec mes jumelles et l'appareil photo à surveiller ce qui se passait, puisqu'on a fini par ne pas trouver son nid dans les palmiers qui nous entouraient. Du coup, j'ai repéré 2 arbres où il y avait des petits colibris et je l'ai posé au milieu de ces 2 arbres en espérant qu'il soit pris en charge, ce qui a été le cas. Il y a des adultes qui sont venus rapidement le nourrir. Il a réussi à se déplacer en faisant des petits bonds. Et puis au bout d'1 heure, je suis passée à autre chose. J'ai bien sûr continué pendant la journée à vérifier. Je ne l'ai pas revu, donc j'espère qu'il a été sauvé. Et donc dans ce magnifique hôtel, on a rencontré différentes personnes, jamais beaucoup à la fois parce que les couples ou même les individus seuls se succédaient les uns les autres. Et puis un jour on a vu arriver, c'était nos derniers compagnons d'hôtel, un couple avec qui on a sympathisé. Il s'agit de Richard et Buki Peak, des Zimbabwéens qui ont une propriété au Zimbabwe. Et qui ont essayé de monter un centre de protection de la vie sauvage là-bas. Et Buki, pour sa part, écrit des livres qui racontent un petit peu sa vie à la manière de Karen Blixen, sa vie d'amoureuse de l'Afrique et de son expérience de réhabilitation de la vie sauvage dans sa propriété. Et Richard est en particulier biologiste de formation et photographe spécialisé dans les oiseaux. Il a publié dans des revues prestigieuses, dans le National Geographic par exemple. Et donc on a entamé des échanges très fructueux sur les techniques de photographie. Il nous a aidé à immédiatement identifier de nombreux oiseaux qu'on avait la plus grande peine à nommer. Et donc c'était une phase très intéressante où on a rencontré des gens qui sont aussi passionnés ou davantage que nous. Je pense qu'ils se sont retrouvés à travers nous 20 ans en arrière. Et nous, on s'est projetés à travers eux 20 ans plus tard. On a vraiment exactement les mêmes passions. Buki peut rester des heures avec ses jumelles à observer les oiseaux ou les insectes, ce que je fais moi. Donc c'était vraiment très riche. Et on a un peu la même réflexion sur le vivant en général. On a beaucoup échangé sur la théorie de l'évolution de Darwin. Donc c'était intéressant parce que ça ouvrait un petit peu intellectuellement cette partie du voyage. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, on a décidé de se faire une petite sortie nature en partant avec un serveur de l'hôtel à 5 h du matin dans le village le plus proche. Et du coup on a marché un peu comme là, on a vu quelques oiseaux, on a vu quelques insectes, on a vu des limaces, mais surtout on a vu le village, la vie de village qui se réveille à 5 h du matin. Et on a vu notamment ce travail très dur des femmes et des jeunes filles qui vont puiser de l'eau et qui font parfois des tours très nombreux, jusqu'à 50 tours entre le village et le point d'eau, parce que c'est la corvée qui passe à tour de rôle de l'une à l'autre. Mais quand on pense à l'indolence de certains adolescents en Occident, et on voit que là, c'est complètement intégré. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a même pas de problématisation de la corvée, parce que ça fait partie de la vie courante, c'est comme ça, c'est pas contesté en fait. Mais par contre, c'est impressionnant du point de vue du travail physique que ça représente. Et par ailleurs, ça fait d'assez jolies scènes aussi pour nous. Enfin, c'est des scènes qui sont. C'est un petit village qui a le privilège d'avoir plusieurs points d'eau, plusieurs lacs. Oui, ils sont très chanceux. Donc, il nous a bien expliqué qu'il y avait un petit lac qui était pour le bain des petits, puisqu'ils jouent beaucoup dans l'eau, donc il y a rapidement de la boue. Un lac qui est spécialisé pour la toilette des femmes, un lac qui est spécialisé pour la toilette des hommes, et un autre lac qui est spécialisé pour la lessive, puis un autre pour la pêche. Donc on a vu tout ça. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est très peu pollué. C'est un endroit où on voit très peu de plastique, ou pas du tout même, et que même la lessive et la toilette, ils la font avec des plantes essentiellement. Enfin, c'est pas des produits bio qu'on achète chez Nature et Découverte, c'est des produits bio locaux, c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien les plantes et ils les utilisent à bon escient. Et donc ça, c'est vraiment très impressionnant en fait d'avoir un site naturel qui est assez beau. Et ils ont beaucoup de chance avec ce site naturel et bien protégé. Certains ont même des petits panneaux solaires, donc qui alimentent un tout petit peu d'électricité, et quelques radios.
Donc c'était rigolo puisque en fait ils accumulent suffisamment d'énergie pour allumer un petit peu la radio. Donc on entendait très fort de la musique. Donc à ce moment-là, le guide, ils ont vraiment la musique dans la peau, se mettait à se déhancher. Et puis rapidement, il n'y avait plus assez d'énergie et ça repartait. Donc c'était vraiment, vraiment rigolo. I need one picture, please, for me. Yes, sir. She likes too much to dance, isn't it? Hello, Mama. Yeah, I'm gonna Et puis on a dû se remotiver pour partir quand même. Ouais, j'ai le terme s'arracher en fait à cette vie qui était paisible et très privilégiée autour de la piscine. Et donc on s'est arraché effectivement, mais la question était de savoir comment s'arracher et vers où d'ailleurs. Et donc le Zimbabwe était presque certainement impossible. Le Malawi c'était plus douteux, donc pendant des jours j'ai hésité, je me suis renseigné autant que possible, mais le jeu n'en valait sans doute pas la chandelle, parce qu'on aurait pu passer, mais peut-être en payant un petit peu de corruption au passage, et c'était même pas certain. Donc on a préféré renoncer et s'engager donc entre les deux pays, c'est-à-dire vers la Zambie. Mais la Zambie est assez loin, il y a au moins 2 jours de route, en fait c'était même 2 jours et demi très dense, et s'est posé la question de savoir comment passer la frontière, avec quel test Covid. On a passé beaucoup de coups de téléphone pour voir si on pouvait aller à Tete, qui est la dernière grande ville avant la frontière, pour passer le test et avoir suffisamment de délai ensuite pour gagner la frontière. C'était risqué, ils nous promettaient pas mieux que 3 jours de délai à Tete, donc en fait juste la date, on reçoit les résultats au moment où le test n'est plus valable pour passer la frontière. Donc on a décidé de passer à Vilanculos le test, et ensuite de se précipiter. Mais puisque le test, il n'a que 72 heures de validité. Donc Et nous, on pensait à peu près 2-3 jours de route. Et en fait, ça a mal tourné dans le sens où la route était dans des conditions désastreuses. Et en plus, on nous avait promis une route correcte, et en fait, ça n'a pas été le cas, parce que la route s'est dégradée à cause des pluies. D'abord à cause du Covid, parce qu'ils n'ont pas pu faire de travaux, et puis parce que les 2 dernières années ont été terribles au niveau de la pluie. Du coup, ça a endommagé les routes qui, en plus, ont ça de bitume seulement. Hein. Donc il y a des potholes, mais des nids de poules, mais qui sont massifs. C'est-à-dire que certains, si vraiment on rentre dedans, on ne peut pas en sortir, ou on casse le train, quoi. Donc, ou alors ils essaient de la maintenir tant bien que mal en rebouchant avec du sable. Du coup, ils passent la route à une seule voie en bloquant un côté de la route avec des arbres. Oui, il y a ça aussi. Donc ça ralentit le trafic. Mais alors disons qu'en fait pour conduire, quand il y a des potholes même profonds, mais des nids de poules d'assez petite taille, on va dire maximum comme ça, en large, on les passe à gauche, à droite, ou même entre les 2 roues. Et par contre la grosse difficulté, c'est quand on a des nids de poules qui font quasiment toute la largeur de la route. Là en fait on est obligé de descendre dedans, et parfois ils sont si profonds qu'on ne peut être qu'en première, quoi. Donc très rapidement, une route qui pourrait prendre 1 heure, elle en prend 5. Et c'est devenu pénible, et donc concrètement sur les 3 jours qui nous ont séparés de la frontière, j'ai conduit je crois 25 ou 26 heures cumulées, c'est-à-dire qu'on ne prenait même pas le temps de s'arrêter pour déjeuner, et que c'est une conduite fatigante, parce que c'est une conduite qu'on ne peut pas se permettre une seconde d'inattention. Je ne pouvais pas beaucoup lui parler, hein. Il était concentré, moi j'ai pas conduit du tout, c'était impossible. Et j'aurais pu conduire, mais j'aurais mis 2 fois plus de temps, donc on a été sous contrainte de temps. Donc, alors malgré tout, tant on a quand même des aperçus de paysages agréables. Les Mozambiquais, pour le peu qu'on les ait vus, nous ont donné le sentiment d'être en général extrêmement gentils, souriants, paisibles, enfin vraiment une image presque idyllique de population un petit peu préservée. On est juste inquiet un peu de la démographie, parce qu'il y a des gamins absolument partout. On sent que la démographie est absolument pas contrôlée, et donc il va y avoir un problème de ressources, c'est presque évident qu'il y a ça. Mais les scènes de village sont
sont jolies et il y a par exemple encore énormément de cases en terre battue, en briques agglomérées et, avec de la terre et en paille en fait, en toit de paille. Donc c'est très joli, c'est très champêtre et souvent c'est vallonné, des petites montagnes au fond, des baobabs aussi. Donc c'est une route qui était assez agréable à part la route elle-même. Disons les bords de route étaient sympathiques. Et alors c'est par contre extrêmement peu développé, c'est-à-dire que à partir du moment où on a quitté Tête par exemple, je crois qu'on a fait 5 ou 6 heures de route piste et il n'y avait pas une seule banque par exemple. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent quand on arrive au poste frontière, eh ben on est pour une journée et demie d'aller-retour en fait pour aller tirer de l'argent. Donc, pas d'essence non plus. Pas d'essence, donc c'est dire à quel point il faut quand même être prudent dans une façon, enfin il faut être très autonome dans la façon d'aborder la route. Et alors donc on arrive au poste frontière et là c'est le feu On avait d'artifice. prévu d'arriver en milieu de journée parce qu'après on savait qu'on avait de la route encore pour pouvoir se poser juste avant la nuit. Donc on était parti à 6h ce matin-là et on arrivait à 13h. En gros, après une route qu'on estimait à 4h et en fait qui a duré plutôt 6 ou 7 heures. Donc on est arrivé au poste frontière, on avait pris des renseignements un peu partout avec normalement juste l'argent qu'il nous fallait à droite et à gauche pour payer les différentes taxes. Et quand on est arrivé, donc on a donné nos passeports, il a commencé à prendre nos coordonnées et puis à nous dire « Ah, là, ça va pas être possible parce qu'il n'y a que les camionneurs qui peuvent passer. Je pourrais vous faire passer, mais il faudrait me donner un petit billet. Il faudrait donner un petit billet à ma boss, à mon boss. » Je lui ai dit « Mais non, comment ça je peux pas passer ?» Donc je me suis pas laissé faire et j'ai dit moi je veux bien voir la boss. Donc c'est une femme qui est arrivée et finalement elle a été assez gentille. Hein. Ouais, elle a compris que je ne paierais pas en plus. Par contre, ils ont pris leur temps. Donc on est resté 5 heures à la frontière. On est parti à 6 heures le soir. On a eu aussi un problème avec le test Covid. Puisque le test Covid doit théoriquement être accompagné d'un certificat disant que le test est négatif et qu'on peut passer les frontières. Et nous, on avait juste le test négatif avec écrit dessus qu'on était voyageurs, mais pas le certificat. Il n'y avait pas le mot certificat. Donc le gars nous a montré le texte. Ah, mais I need a certificate. Et donc pas de solution. Il dit attendez là. Évidemment, c'est aussi un moyen de nous demander de l'argent. Oui, parce qu'on a appelé le laboratoire et le laboratoire a dit mais nous on est conforme, c'est simplement qu'ils veulent nous donner de l'argent. On n'a pas donné d'argent. Mais par contre, j'ai sorti un vieux certificat de Covid qui nous avait servi pour rentrer au Mozambique. Donc il y avait presque un mois. Mais il a préféré prendre celui-là puisqu'il y avait ce fameux certificat avec. Donc il n'y a pas de cohérence puisque le certificat n'était pas valide. Mais bon. Et alors pour les autres formalités, en bref, de ce qu'on a compris, il faut payer une taxe. Il faut payer une taxe. Il fallait payer $1, on n'avait pas de dollars. Ouais, il faut payer. Alors uniquement, il faudrait avoir idéalement l'appoint en dollars. Donc vous imaginez, on ne peut même pas tirer la monnaie locale. Comment est-ce qu'on aurait des dollars si on n'avait pas pensé à ça avant de partir, il y a 3 mois. On peut essayer de changer au taux de change, mais il y a un monopole et donc on est dans de très mauvaises conditions de négociation. Et il faut avoir assez de cash quoi qu'il arrive parce qu'ils ne vont pas prendre la carte de crédit. On doit payer une taxe carbone. On doit payer une taxe qui s'appelle Toll-Fee, c'est pour l'état de la route. On doit payer un truc qui s'appelle Council, on ne sait pas très bien ce que c'est pour le conseil de la route, mais c'est pas pareil que Toll-Fee. Et on doit payer aussi l'inspection du véhicule, qu'ils appellent aussi Interpol, mais ça dépend. Les bureaux ne sont pas organisés de manière linéaire, du genre 1, 2, 3, passer d'abord à la santé, ensuite à l'immigration, ensuite à la douane. Ils sont à des endroits différents et personne ne nous explique la marche à suivre. Si bien que quand on arrive à on croit vraiment avoir tout bien fait, on a attendu. On leur a dit en plus, etc. c'est bon là, on a tout. Hein. On a changé l'argent dans de mauvaises conditions, etc. En dépensant le dernier dollar, on arrive enfin à dire c'est bon. Ça c'est important ce qu'il vient de dire, en dépensant le dernier dollar. Ouais, on est allé jusqu'à notre dernier dollar. Et encore, ils ont fait crédit pour une partie de la taxe qu'on doit payer à la sortie maintenant. Théoriquement, je ne sais pas si on a payé un jour. Bref, on va enfin à la dernière barrière et on dit ah mais non, vous n'avez pas payé tel truc, il faut retourner, on vous a pas dit, non, personne nous a dit, de toute manière il n'y a personne en fait pratiquement à part les conducteurs effectivement de camions qui passent ce péage et qui sont habitués. Et puis c'est à l'africaine, hein. Ils nous ont fait attendre 5 heures et il faut vraiment pas perdre patience, il faut garder le sourire. Pendant qu'ils nous font attendre, ils mangent leur poulet. Mais ça renvoie aussi peut-être. Ils prennent leur coup de fil personnel, ils font passer des gens devant nous. Oui. Alors les queues, la notion de queue est très spéciale parce qu'en fait vous êtes en train de faire la queue face à un fonctionnaire, il y a quelqu'un qui vous passe devant tout simplement.
mais On c'est est en train même de pas parler, méchant, hein. et voilà, mais c'est comme ça. Ça renvoie aussi, peut-être on peut en dire un mot à ce qu'on a vécu avec les agents de police, en fait, tout simplement au Mozambique, parce qu'on s'est fait arrêter un très grand nombre de fois. Alors notre record, c'est 10 fois en une journée, donc c'est beaucoup. Parce que systématiquement, on nous arrête. Alors on voit le barrage de police de loin, on dit c'est bon, on va y avoir droit, on y a droit en règle très générale. Donc on s'arrête, on échange 2-3 mots, c'est très gentil, et puis rapidement, on nous demande un petit quelque chose. No. We don't have. Water, drink. We drink from the tap, Yeah. from the boreholes. We don't have bottles. No. I know, because it's plastic. And I don't want to buy plastic. You don't have the plastic. No, because after we can find plastic everywhere. So I don't like this. You see? Have a good day, guys. Yeah. Good luck. Bye. Bye bye. Number 1. No. Okay. No. E tu, dammi. Você que está no carro, eu estou aqui na mata, eu estou a controlar isso aqui, tudo isso aqui. A ver, No. eu No. estou a controlar tudo isso aqui, através de vocês aqui. No. Não quer? No. Não. No. Pode mandar PC para aí para algum No. Tranquilo. Tranquilo. Ah, tranquilo. Sì. Ok. You want something? Ah, sabe sim. Ah. Isabela, tivesse um pouquinho No, de papier. acontece? Não. No. Ok. Have a good day. Oh no. Huh? Are you kidding? You know, No. For sure, we don't drink beer. No, I have nothing. Orange, water with powder, so it's. you go to beach, We go to beach. beach Ah. for swimming? Ah, No, not anymore. No. okay, good. This way? This way, yes. Okay. Okay. Have a good day. This way, Yes, good. Yeah. Yes. Agora dá refresco aí, pá. Hã? Dá refresco aqui. No. Não é festa não. No. Dá dinheiro eu comprar. Sim. La verdade não Verdade. não tenho. Ah, quero eu comprar. No. Please. But we don't have. Really? C'est ton porte-monnaie qui est sorti. Really? No We money. just drink some light basic coffee, but there's nothing left. Ciao. Ok, ciao, ciao. Allez, adios. C'est la notion africaine de pourboire sans doute, on peut le prendre comme ça. Au début, c'est vous n'avez pas un petit quelque chose pour moi, vous n'avez pas une bière, non, vous n'avez pas de l'eau. Alors ça c'est quand même bizarre, presque systématiquement à un moment donné, Ça se termine les par de policiers l'eau. nous demandent de l'eau. C'est peut-être une façon de baisser leurs prétentions, c'est pas très bien. Alors nous ça nous fait presque rire, de l'eau, bien sûr on a de l'eau au robinet si vous voulez vous pouvez prendre de l'eau. En général ils n'insistent pas, d'ailleurs c'est pas forcément très long. Et puis parfois il y a... Ou alors il y a- de l'argent, ils nous demandent de l'argent. Ouais. Parce que moi, à un moment, j'ai dit, ben, donne-moi moi, de l'argent, j'en veux bien Mais aussi. franchement, on peut même se permettre presque de sympathiser ou de sourire. Et, Ah, mais c'est ce qu'on ouais. fait. Et- Mais c'est pour ça que ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie. Parce que, enfin, moi, quand je les vois, je me dis, ça y est, donc je prends mon masque. Et là, je souris, hello, bon dia, comment está? Et Oui, ils essayent d'échanger 2-3 mots, s'ils connaissent 2-3 mots en français, parce qu'ils ont croisé des touristes français, ils essaient 2-3 mots. C'est plutôt gentil. Donc c'est en fait pas de la corruption au sens hostile, menaçant, etc. Mais par contre c'est fatigant parce que c'est un peu systématique. en tout cas, pour nous.
Quand, Ouais. quand on regarde dans le site Drive Drive Moz, Moz, c'est parfois plus il difficile. y a des gens, je pense, qui ont des véhicules beaucoup plus neufs, beaucoup plus flambants, et eux, Non, mais ils vont toujours trouver. Il faut 2 extincteurs, vous en avez qu'un, vous avez ça. Ils trouvent Mais toujours. c'est aussi une question d'attitude, Isabelle. C'est certain que si tu te présentes à eux comme étant dominateur, comme étant arrogant, ils vont peut-être davantage t'emmerder. Peut-être. Nous, on prend côté sympathique, on voit qu'on a un vieux véhicule, on discute un petit peu et ça se passe bien en général. Hola, buen día. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? How are you? Good, thank you. A little tired, Yeah. but it's okay. Where are you going? To Shimoyo. You are going to Shimoyo? Yeah. The road of Shimoyo, this one? No, Hmm. of course not. It's just this Dombe way. and then Shimoyo. Dombe, Shimoyo. You are going to visit? Yeah. Yes. Huh? Where around here? Yeah, we are going to visit her. Where does it come from? France. Today, Vilanculo. Ah, from here, Vilanculo. Vilanculo? Yes. Okay. You want to see my house? Mm. Ha ha. This is your house? Of course it is. Yes. Hey. This is a house. Yes. Wow. But with your road, everything is. Dirty. But yes, this is my house. This is my kitchen. This is my bathroom, and this is my bedroom. Bedroom, what is Here. And you can slide the bed and you can sleep over here. It's a okay? good one. Got a bed? Tudo. You don't have your water. Huh? You don't have your water. Yes, but if I give you, I can't have any more water. If I give you my water, I can have some water then. Sorry, man. Okay. Bye. Good luck. Good travel. Yeah, thank you. Whoosh. Whoosh, 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 whoosh. Back. 35 minutes. Woo. Bah 8. Enfin bon voilà, journée fatigante, on est arrivé à la frontière, au poste frontière, on a quitté le poste frontière à 6h. 6h Et pile. ici, à 6h, Ils ferment le poste frontière, on était les derniers à passer et il fait nuit. nuit noire. Nuit noire. Et plus $1 en poche. Pas de distributeur à la frontière. Pas de carte de téléphone. Pas de Pas de carte communication. de téléphone puisqu'on ne pouvait pas en acheter. Et on savait que pour le premier camping, il fallait compter au moins 2 heures de route. Sans l'avoir contacté précédemment, donc sans savoir s'il était même ouvert. Donc la fenêtre ouverte, j'étais comme ça. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit Good evening. Avant ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on dort au poste frontière? Parce que c'est une solution de repli possible, on l'a déjà fait. On sait que c'est sécurisé parce que personne ne va s'approcher d'un poste frontière, même s'il est fermé. Enfin, personne, on va dire, il n'y a pas de risque de criminel. Mais bon, c'était bruyant, il y avait quand même beaucoup d'agitation autour de ce poste frontière. Et il y a une femme qui, effectivement, nous salue simplement, comme ça nous arrive souvent. Alors moi, j'étais vraiment tellement fatiguée. Je lui dis What? Elle me dit Oh, mais rien, je voulais juste vous demander comment ça, vous saluer, vous demander comment ça va. Oh, je lui dis ça va très bien, merci. Je suis juste très fatiguée. Et on ne sait pas où dormir. Donc, est-ce que vous, éventuellement, vous connaîtriez un endroit où on peut juste poser notre véhicule pour dormir dedans? Il dit ben oui, j'ai ma sœur qui est institutrice au village, juste à côté du poste frontière. Donc, je pense que vous allez pouvoir dormir dans la cour de l'école. Donc on l'a embarqué dans Oscar avec sa copine et on a mis un peu plus d'une demi-heure à arriver dans le village d'à côté tellement la route était défoncée. Mais 4 km 6, une demi-heure.
Donc Et- 9 km/h de moyenne. Et nous avons rencontré Alice qui nous a gentiment ouvert les portes de sa maison, qui voulait même nous faire dormir chez elle. Et on lui dit mais non, nous on se met devant chez toi, on sait qu'on est en sécurité. Et voilà, la suite au prochain épisode la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir.